N'investissez pas dans ces cultures. Maïs, soja, blé, tournesol, colza, houblon. Je peux encore répéter. Si vous voulez, c'est-à-dire que gagner de l'argent, si vous voulez que l'Afrique soit autonome sur le plan alimentaire, si vous voulez impacter, c'est-à-dire que voilà, la population, si vous voulez avoir un business, c'est-à-dire que générationnel, n'investissez surtout pas sur ces cultures-là. Maïs, soja, blé, tournesol, houblon. Si vous voulez faire de ça, c'est-à-dire que voilà, un business, si vous voulez vraiment aller investir ou entreprendre de façon professionnelle, de façon, c'est-à-dire que à pouvoir, c'est-à-dire qu'avoir des rentes, c'est des cultures sur lesquelles je vais vous interdire d'aller vous lancer. Ça peut paraître bizarre, non? Sur une chaîne qui promeut, c'est-à-dire que l'agriculture, qui promeut, c'est-à-dire que le fait d'aller produire afin de pouvoir s'autosuffire sur le plan alimentaire, ça peut paraître un peu paradoxal que je viens de te dire de ne pas aller produire ces cultures. En même temps, si tu es un peu éveillé, si tu es un peu curieux, si tu fais partie de la communauté agripreneur visionnaire, si ça fait peut-être 5 ans que tu suis cette chaîne, tu verras que tu es tout à fait cohérent ce que je suis en train de dire. Si tu es aussi une personne qui suit l'événement, qui suit l'actualité, qui vit avec les différents événements que la nature nous fait aujourd'hui tels que subir, le réchauffement climatique, le changement climatique, les vents violents, les départs de feu, les inondations, les sécheresses intenses, les catastrophes écologiques dues des forts tremblements de terre, le mercure qui ne fait que monter, tu verras que tout ça, lorsque tu fais le rapprochement, tu verras que ça a un lien avec la façon dont nous produisons, la façon dont nous consommons, la façon dont nous construisons nos habitats, la façon, c'est-à-dire que quand je dis produit ici, de faire notre agriculture, de faire notre élevage. Je voudrais aussi te dire de façon brutale comme ça que les cultures sur lesquelles tu vas vouloir te lancer, c'est-à-dire qu'en 2025, tu te dois de faire un choix vraiment stratégique. Parce qu'aller entreprendre aussi, ça relève de la stratégie, comme je t'ai dit. Ça relève de la stratégie, couplé, c'est-à-dire que du courage. Donc ça va demander que tu te connaisses un peu, un temps soit peu. Que tu saches qui tu es. Quand je dis qui tu es, ici, tes forces, tes faiblesses. Que tu saches où tu vas aller. Et que tu saches la personne que tu veux devenir. Donc je vais te poser la question, pour 2025, pourquoi est-ce que tu vas aller faire l'agriculture en fait? C'est des questions comme ça, basiques, que tu dois te poser. Pourquoi est-ce que tu veux aller entreprendre dans le secteur agricole? C'est toi contre toi. Hein? Il faut te lâcher. Sois en retrait. Mets-toi, c'est-à-dire que dans un coin calme. Pose-toi la question, pourquoi est-ce que je voudrais aller entreprendre dans le secteur agricole? Quelles sont les raisons en fait? C'est pour venir lutter contre la famine? C'est pour venir atténuer l'insuffisance sur le plan alimentaire en produisant? C'est pour gagner de l'argent? Et si c'est pour gagner de l'argent, c'est pour gagner combien? Des millions? Des centaines de millions? Des milliards? C'est comme ça que tu dois te poser la question lorsque tu veux aller entreprendre. Parce qu'avoir une vision, avoir un plan, avoir des raisons. Et si je veux gagner des millions, quel est le prix que je suis prêt à payer? Quel est le prix que je suis prêt à payer pour pouvoir gagner ces centaines de millions ou gagner ces milliards? C'est comme ça que tu vois ça. Donc maintenant que j'ai essayé de te positionner, de te situer, je te dis franchement que si tu veux aller investir ou entreprendre dans le secteur agricole sur des spéculations comme le maïs, le soja, le blé, le blond, en venant, en disant, en mettant la main que sur la poitrine, en disant que je viens en tant que patriote combler le déficit que sur le plan des céréales, qu'il est aberrant, ce n'est pas possible qu'on ne soit pas autonome sur le plan des céréales. Ce n'est pas normal que l'Afrique
dépendent comme ça, c'est-à-dire entièrement des céréales provenant de l'Occident. Ou surtout qu'en ce moment, c'est la Russie qui nous fait manger, c'est-à-dire les céréales. Donc moi aussi, je vais aller entreprendre. C'est une opportunité. Je vais aller me lancer dans la culture du blé, la culture du soja, la culture du tournesol, la culture du maïs, tel que vous voyez en ce moment. Je te dis tout de suite, je vais être brutal. Tu ne pourras pas. Si tu penses comme ça, en allant avec la fibre émotionnelle du patriotisme, je vais te dire, tu vas te casser la gueule, tu ne pourras pas. A contrario, mon message ici, c'est-à-dire que ne s'adresse pas aux personnes qui veulent, c'est-à-dire aller faire les céréales pour les besoins, c'est-à-dire de consommation. Si tu veux aller faire ton champ de maïs, demi-hectare, 1 hectare, pour les besoins de consommation, ce message n'est pas pour toi. Mon message est à ceux qui veulent aller produire de façon industrielle, intensive, sur la monoculture des céréales, le maïs, le soja, le blé, le blanc, le tournesol. Parce que nous sommes dans un phénomène de mode où on pense qu'il suffit de venir mettre un grain de maïs et que ça pousse, ou il suffit d'aller faire sur 200 mètres carrés le maïs. On se dit que oui, le maïs, c'est une culture qui est hautement rentable. C'est une culture où on peut aller produire massivement. C'est aberrant. Même le tournesol. On va aller te mettre le tournesol sur 200 mètres carrés et te dire le tournesol, c'est la culture, tu te dis voilà, ultra rentable qu'il faut aller faire. Mais derrière, on n'a pas fait d'études. Derrière, on n'a pas poussé le raisonnement trop loin. Pour aller faire l'agriculture. L'agriculture aujourd'hui, c'est un secteur qui n'est pas fait pour les pauvres. Je préfère te bousculer comme ça. Je te dis que l'entrepreneuriat, c'est violent. L'agriculture telle que c'est fait aujourd'hui, ce n'est pas fait pour les pauvres. L'agriculture industrielle dont on vante, l'agriculture moderne dont on vante, ce n'est pas fait pour les pauvres. Tu ne pourras pas. Donc, je te dis que quand tu fais donc cette étude-là sur toi, quand tu vas te dire que tu as analysé, te poser la question, mais je voudrais aller faire l'agriculture industrielle. Est-ce que j'ai les moyens de ma politique? Toi qui veux aller faire le maïs, qui va aller faire le soja, qui va aller faire le blé, est-ce que tu as les moyens de ta politique? Pour aller se lancer, c'est-à-dire que sur la culture du céréales, c'est quoi la rentabilité sur 1 hectare? C'est quoi le rendement, c'est-à-dire que sur 1 hectare? Le rendement du champ de maïs sur 1 hectare? C'est les questions que tu dois te poser. Où est-ce que c'est-à-dire que je prends les semences? D'où proviennent les semences? Ici, c'est-à-dire qu'on est là à valoriser, à vulgariser les produits du terroir. À chaque fois, je vous explique ici que c'est celui qui te nourrit, qui te contrôle. En termes de semences de céréales, il faut comprendre que nous n'avons le contrôle tel que sur rien. Lorsqu'on va aller produire le maïs, le soja, le tournesol, le blé, le blond, si on se lance là sur ces cultures-là, moi je te le dis, c'est la meilleure façon de finir pauvre. Pauvre, endetté et affamé. Et c'est la meilleure façon de détruire notre écosystème, de détruire notre environnement et de finir affamé pour les 30, les 40 et les 50 prochaines années. Parce qu'il faut comprendre que l'agriculture aujourd'hui, c'est un business. C'est un très grand business qui est contrôlé par plusieurs grands groupes agro-industriels. Première quelque chose, tu ne peux pas aller faire l'agriculture sans bonnes semences. Tu as les grands groupes agro-industriels des semences qui détiennent la paternité au moins de 70% des semences, comme les céréales, les tomates. Tu as les grands groupes agro-industriels de la mécanisation, tu as les grands groupes agro-industriels du pétrole, tu as les grands groupes agro-industriels de la chimie, donc tous ceux qui produisent les engrais, qui produisent les herbicides, qui produisent les nématicides, les fongicides, les raticides. Tu as les grands groupes, les banques, tu as les grands groupes agro-industriels de la transformation, tu as les grands groupes agro-industriels de la distribution. Ce sont eux qui détiennent, c'est-à-dire que ce sont eux qui ont le contrôle de l'affaire agricole. Et en dernière position, c'est-à-dire que viennent
les producteurs, les agriculteurs, ceux qui sont sur la production ici des céréales. Hein. Moi, je vais prendre le temps pour t'expliquer comment, quand je dis ici que aller produire ces céréales-là, c'est aller tout droit vers la pauvreté et c'est ramener l'Afrique vers la famine outrance. C'est accentuer encore notre insuffisance alimentaire. C'est pourquoi on continue à avoir le contrôle sur nous, parce qu'il faut comprendre que l'alimentation, c'est la souveraineté. On ne peut pas être souverain tant qu'on n'a pas le contrôle sur notre alimentation. On ne peut pas penser technologique. On ne peut pas penser, c'est-à-dire que voilà, la science. On ne peut pas penser à aller développer les fusées. On ne peut pas penser à aller, c'est-à-dire que voilà, développer la recherche si nous sommes affamés. Ventre affamé n'a point d'oreille. Donc c'est pour cela que lorsqu'on veut aller entreprendre, j'insiste encore aussi que lorsqu'on va aller entreprendre ou lorsqu'on va aller investir, on se doit déjà d'avoir, c'est-à-dire qu'on se doit de se rassurer d'avoir traversé cette étape de famine. Pour 2025, n'allez pas investir ou entreprendre parce que vous avez faim, parce que vous voulez payer à manger. On ne va pas entreprendre lorsqu'on a faim. On ne va pas entreprendre lorsqu'on a du mal à payer son loyer. On ne va pas entreprendre lorsqu'on est en insécurité sociale ou en insécurité financière. C'est un conseil que je donne. Et ce conseil, ça vaut de l'or. Parce que ce que je remarque, c'est que la plupart d'entre nous, on va entreprendre parce que on veut assouvir les besoins immédiats. On veut payer son loyer, on veut payer la nouvelle robe, on veut payer la nouvelle chaussure, on va aller payer son costume, on va aller acheter sa voiture, on est dans les besoins immédiats. Non, lorsqu'on va entreprendre, j'ai dit c'est la réalisation progressive d'un idéal de vie possible. Donc, il faut comprendre ici que ça comporte des risques. Comment tu fais donc pour minimiser ces risques-là? Comprendre ici qu'aller entreprendre, c'est-à-dire que c'est un style de vie, c'est une façon de vivre, c'est une philosophie. Quelle est la mission? Quel est l'idéal que tu vas atteindre? Savoir qu'aller entreprendre, ça demande ici des sacrifices. Mais comment est-ce que tu fais en sorte que ce sacrifice-là devienne plutôt un plaisir pour toi, une façon de venir contribuer, une façon de venir donner? C'est en t'autodisciplinant. Il faut que tu te disciplines. Il faut que tu comprennes. Pourquoi est-ce que tu vas faire la chose? Je te dis ça pourquoi? Parce que si tu ne fais pas que ce travail-là en amont, tu vas te retrouver en train de travailler pour les autres. Moi, je te dis, cache que si tu t'entêtes à aller produire les céréales de façon industrielle, en pensant que c'est comme ça que tu vas gagner de l'argent, tu ne vas même jamais commencer. Tu ne vas jamais commencer. Je vais te dire, pourquoi tu ne peux pas commencer? J'ai dit, tu ne peux pas commencer parce que ce n'est pas nous qui avons le contrôle sur les semences. Les semences aujourd'hui, c'est la paternité, c'est le brevet, c'est détenu par les grands groupes agro-industriels occidentaux. Et lorsque tu achètes les semences de maïs, ça va avec une posologie. Commençons même déjà. Pour 1 hectare de maïs, c'est quoi le rendement? Ici en Occident, le rendement moyen, c'est 8 tonnes. 8 tonnes. 8 tonnes parce que c'est shooté d'engrais. Parce que c'est shooté d'engrais. 8 tonnes parce que si on te dit que sur 1 hectare, il faut 6 sacs d'engrais. Un sac d'engrais coûte combien chez nous en Afrique? C'est entre 20 000 et 24 000. Des fois, ça aussi. On n'a pas le contrôle sur les intrants, les engrais. Il faut mettre les fongicides. Parce que ce sera attaqué par certains champignons. Il faut pomper l'insecticide. Parce que ce sera attaqué par certains charançons, par certains chenilles. Il faut mettre les raticides. Parce que les rats viendront attaquer ça. Il faut verser de l'engrais, je l'ai dit. Il faut arroser abondamment. Comprendre ici que tu ne peux pas aller faire les céréales sans arroser. Donc quand je vois des femmes, je viens vous dire, voici la méthode pour pouvoir faire 14 tonnes de maïs en Afrique. Mais on rêve ou quoi? 14 tonnes de maïs en Afrique.
Quelles sont ces semences? Les semences que nous avons produites, 14 tonnes de maïs sans irrigation. Vous voyez? Entre, c'est-à-dire que les effets d'annonce sur les réseaux sociaux et la réalité sur le terrain, c'est deux mondes. Moi, je te le dis clair parce que c'est un monde que je côtoie ici en Occident. Et comme moi-même, je suis dans le domaine agricole, le maïs, je produis le maïs pour mes besoins de consommation. Donc, un hectare produit en Afrique ne peuvent pas te donner 10 tonnes ou 20 tonnes. Pour les raisons que je viens d'expliquer, qu'on n'a pas le contrôle sur les intrants. Parce que quand on te dit que 8 tonnes ici en Occident, c'est parce qu'ils respectent à la lettre l'itinéraire agronomique. Alors si toi, tu vas acheter les semences et que tu ne mets pas l'engrais, ou que tu ne mets même pas suffisamment la dose demandée, que tu n'irrigues même pas, parce que tu peux même mettre l'engrais. Si tu n'irrigues pas, ça ne sert à rien. Ça ne va pas donner. Donc on a des plantations comme ça, qui donnent demi-tonne, grand max 1,5 tonne. Mais quel est le coût maintenant de production? Là derrière. Quand je dis 6 sacs d'engrais, fais 6 fois 20 000 ou fois 30 000. Tu vois le coût que ça donne. Beaucoup vont se lancer dans la culture des céréales parce qu'on sait pourquoi. Parce que ça entre en production rapidement, c'est ce qu'on te mirote. Ça entre en production au bout de 3 mois. Mais comme on est dans l'urgence, comme on veut gagner l'argent rapidement, on te dit même que c'est facile. Oui, c'est vrai que c'est facile. Quand tu jettes la graine de maïs, ça pousse tout seul. Mais derrière, c'est parce que ça pousse tout seul dans le cas où peut-être tu as pris la graine paysanne. Mais si tu vas prendre maintenant la graine améliorée, non, ça ne va pas pousser tout seul parce qu'ils ont modifié, c'est-à-dire que les gènes. Donc pour cela, il faudrait que tu suives la posologie. Mais si tu ne vas pas suivre la posologie, parce qu'il te manque les moyens, c'est pour ça que je dis que ce n'est pas fait pour les pauvres, les gars. Excusez-moi, ce n'est pas fait pour les pauvres. Si tu ne suis donc pas la posologie, tu meurs dans le film. Maintenant, si tu veux donc dire tu vas aller faire de façon industrielle, c'est à partir de 200, 300, 400 hectares. Est-ce que tu as les moyens pour pouvoir acheter la mécanisation, pour pouvoir acheter un tracteur, acheter une moissonneuse-batteuse, acheter quoi, tout ce qui est les semoirs, pouvoir construire un bâtiment? Je dis ici en Occident, il ne commence pas avec moins d'1 million d'euros. As-tu plus de 650 millions? As-tu 1 milliard pour commencer? Si tu n'as pas 1 milliard, oublie. Si tu n'as pas 1 milliard pour commencer dans les céréales, oublie. Parce qu'on voit des personnes qui vont faire 2 hectares. Ce n'est pas avec 2 hectares que tu vas t'enrichir. Je le dis aujourd'hui parce que j'ai plusieurs retours. Plusieurs personnes de la diaspora qui m'ont écrit, qui m'ont envoyé leur état, c'est-à-dire que qui m'ont envoyé leur rapport, autant pour moi, qui m'ont envoyé leur rapport, qui sont allés faire dans les cultures du céréal, le maïs, le tournesol, et qui se sont cassés la gueule, mais qui ont eu des pertes, qui ont perdu les 20 millions, 30 millions, plusieurs. C'est des personnes qui me font confiance, parce que c'est ce que je dis. Beaucoup disent ici que Thierry, c'est dommage qu'on ne t'ait pas connu avant. Parce que tous les conseils que tu donnes là, c'est énormément ça. Ceux qui sont sur place, en Afrique, qui vous incitent à aller produire les céréales, faites attention à leur agenda. Combien peuvent te montrer qu'on a des plantations de 200 et 300 hectares? Moi, je mets à défi ici celui qui produit les céréales, le maïs, le soja, le tournesol, le colza, le blond, qui a 200 hectares, qui a 300 hectares, qui a de la mécanisation, les tracteurs, les moissonneuses-batteuses, qui a investi comme ça que plus de 500, 800 millions, que la personne vienne me dire ici qu'elle est à profit. Tu ne peux pas aller investir 800 millions dans les céréales et tu me dis que tu tournes chaque année à profit. C'est impossible. Parce que pour le faire, tu es obligé d'aller prendre des crédits. Et c'est des crédits comme ça que tu vas te retrouver en train de payer tout le temps. Et le maïs aujourd'hui, je vais dire les céréales, c'est des cultures qu'on ne contrôle pas sur le plan, c'est-à-dire que de la vente. Parce que tu vas les produire comme ça, ce n'est pas toi qui vends. Enfin, ce n'est pas toi qui fixes le prix. Les prix fluctuent. Et avec l'inflation aujourd'hui, tu vois, les prix des intrants ne font qu'au gonfler, ne font qu'augmenter. Mais les prix sur le marché fluctuent.
Si tu vas aller produire le maïs et que tu as 20 hectares, tu as 40 hectares, tu as 50 hectares, tu peux me dire à qui tu peux vendre ce maïs-là? À qui tu vas vendre le maïs? Le marché n'est pas structuré. Tu peux avoir 50 hectares, 100 hectares de maïs, à qui tu vas vendre? Mais tu verras encore généralement que ceux vers qui on va aller vendre le maïs, c'est les grands groupes agro-industriels. Et à qui appartiennent ces grands groupes agro-industriels? Ces grands groupes agro-industriels appartiennent aux Occidentaux. Ouais, Thierry, c'est des masterclass comme ça que je donne. Mais quand on a faim, est-ce qu'on peut écouter ça? On s'est en train de voir que la vidéo est trop longue. Mais c'est des enseignements comme ça riches que je donne. C'est de la stratégie que je donne. Quels sont ceux qui vont acheter telle que ta production? Est-ce que tu penses que tu peux aller voir un grossiste, tu dis que j'ai 10 000 tonnes de maïs, il t'achète ça? Et s'il vient même, il dit qu'il va t'acheter ça, il va t'acheter ça à monnaie de singe. Il va prendre la production. Il va dire, attends, je viens. Des fois, même, tu ne vas même pas le voir. Parce que le marché n'est pas structuré. Mais par contre, le grand groupe agro-industriel qui viendra, ça peut être ici, quand je dis le grand groupe, ça peut être dans la distribution, ça peut être dans la transformation. On a les grands groupes brassicoles. Nous avons les grands groupes de la transformation, c'est-à-dire qui font des huiles, les huiles oléagineuses. Nous avons les grands groupes qui vont, par exemple, être dans la provenderie, la fabrication, c'est-à-dire que des aliments pour les bétails, pour les animaux. Ces compagnies-là appartiennent aux Occidentaux. Tu vois donc que si tu vas vers un marché comme ça, je vais t'expliquer comment ces grands groupes peuvent faire en sorte qu'on disparaisse. Parce que c'est ce qui se passe ici en Occident. Un grand groupe comme les compagnies brassicoles, c'est-à-dire que dans nos pays, oh, ils ont la capacité de prendre ton maïs. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont t'imposer un cahier de charges. Ils vont te dire le type de maïs que tu dois produire. Et ce sont eux qui risquent de te dire même te vendre la qualité de maïs. Tu vois que lorsque tu es là dans un système comme ça, est-ce que tu es autonome? Est-ce que tu as le contrôle? Et dis-moi, comment tu fais donc pour enrichir ton pays? Parce que lorsqu'on va aussi faire un business, tu dois te poser la question de ton utilité. Est-ce que tu viens vraiment enrichir le pays? Est-ce que ce que tu fais est que redistribuer la richesse vers le bas? Donc, quand un grand groupe brassicole dit qu'il vient acheter ta production, déjà, il va t'imposer les normes. Tu ne vas pas venir dire que j'ai 2 hectares. C'est de la rigolade. Il va te demander un certain tonnage. Donc, tu vas commencer à aller, par exemple, embraser 100, 200, 300 hectares pour pouvoir être conséquent. Quand tu vas embraser 300 hectares, comment tu fais pour acheter 300 hectares? Où est-ce que tu fais? Comment tu fais pour acheter 300 hectares? Si tu vas embraser 300 hectares, tu ne vas pas dire ici que tu vas aller chercher la main-d'œuvre manuelle. Qui va venir travailler? Combien de personnes tu vas mettre sur 300 hectares? Il va falloir chercher de la mécanisation. La mécanisation ne coûte pas 10 francs. Ce n'est pas nous qui produisons ça. Tu vois que tu viens enrichir l'industrie de la mécanisation. La mécanisation, c'est-à-dire que ne fonctionne pas avec de l'eau. Ça fonctionne avec le pétrole. C'est quoi le coût du pétrole aujourd'hui? Qu'est-ce qui est la cause de l'inflation, de la crise économique aujourd'hui? C'est la crise énergétique, c'est le pétrole. C'est le pétrole qui fait monter tous les denrées. C'est le pétrole qui fait en sorte que tout devienne aux yeux cher. C'est le pétrole qui crée l'inflation. Donc, quand tu vas donc utiliser ce pétrole-là, tu vas aller mettre de l'engrais, tu vas aller mettre les insecticides, tu vas aller mettre les raticides, tu vas aller mettre de l'eau. Qu'est-ce qui crée donc le changement climatique aujourd'hui? C'est parce que nous sommes là, c'est-à-dire qu'à utiliser de façon anarchique les ressources. De l'eau. Comment tu fais? Dans notre climat qui est là aujourd'hui, du changement climatique, comment tu peux aller avoir une bonne rentabilité si tu n'es pas en train d'irriguer? Parce que ce que je dis là aujourd'hui, c'est ce que beaucoup de petits producteurs vivent. Beaucoup de petits producteurs sont allés produire le soja, le maïs. Ils ne s'en sortent pas. Avec le changement climatique, la sécheresse a tout rasé. Pourtant, ils allaient produire avec l'intention de gagner de l'argent. Donc, le grand groupe agro-industriel, voilà comment il va te conditionner. Tu vas aller t'endetter pour le servir. La question que je te pose maintenant,
Toi, tu allais avec l'optique de venir produire afin de réduire que la famine, afin de venir lutter contre l'insuffisance alimentaire. Quand tu vas donc maintenant servir le grand groupe agro-industriel, qui lui, il ne fabrique que de la bière, dis-moi un peu, es-tu là encore en train de vouloir lutter contre la faim? Ou es-tu uniquement omnibulé par l'argent, le gain facile? Je ne vais pas dire facile parce que tu travailles. Ou es-tu uniquement omnibulé par l'argent? Et que derrière, tu oublies aussi l'éthique, parce qu'il ne faut pas oublier que lorsqu'on va aller entreprendre, il faut que là derrière, il y ait des valeurs. Donc tu préfères qu'on ait produit de la bière pour abrutir, c'est-à-dire que tes concitoyens, pour abrutir la population. Et que derrière, ils vont aller boire, ils vont manger quoi? Parce qu'on boit la bière, mais ce n'est pas ça qui apaise la faim. Voilà comment on détruit le tissu agricole, hein, et sur le plan de l'alimentation. Parce que si tout le monde va maintenant produire le maïs pour distribuer à ce grand groupe-là, parce que lui, il a les moyens. Le grand groupe agro-industriel, il n'est pas seul. Il a des actionnaires. Il a des capitaux à hauteur, c'est-à-dire que des centaines de milliards. Parce que il y a plusieurs investisseurs. Toi, tu es ton projet seul. Donc, il a le pouvoir d'achat, il a la force de frappe de pouvoir, si le kilo de maïs au niveau du marché est à 150 francs, lui, il peut mettre le kilo de maïs à 200 francs pour stimuler les agriculteurs à venir le livrer. Donc, tu vois qu'il peut mettre même le kilo de maïs à 210 francs. Qu'est-ce que les producteurs vont faire? Tous les producteurs vont produire le maïs, aller plutôt livrer à ce grand groupe agro-industriel. Je ne sais pas si tu es en train de voir le côté pervers de ça. Ce grand groupe agro-industriel est en train de prendre toute la production de maïs de ton pays au détriment de la consommation, c'est-à-dire que de maïs humain. Enfin, quand je dis de la consommation locale. Parce que toi qui veux manger ton couscous de maïs, tu ne verras plus de maïs. Toi qui veux boire ta bouillie, il n'y aura plus de maïs. Et c'est comme ça que l'inflation, c'est comme ça que le prix du maïs va monter. Puisque tout le monde est en train de produire le maïs, ou le soja, ou le blé, ou le soja. C'est comme ça que, sur le plan local, on se retrouve affamé parce qu'il n'y a plus de diversité. Parce que si tout le monde va produire le blé ou le maïs, parce que le kilo est à 210 francs, on ne va pas voir les gens qui vont produire le manioc. On ne verra pas les gens qui vont... Il n'y aura pas le manioc, il n'y aura pas le macabo, il n'y aura pas le taro, il n'y aura pas les nyam, il n'y aura pas la banane plantaire, il n'y aura pas le sorgho, il n'y aura pas le mil, il n'y aura pas le poivre, il n'y aura pas le palmier. Tu vois? C'est comme ça qu'on fait pour venir accentuer la famine, en fait. Parce que on te vend, tu vois le gain rapide, 210 francs. Et comme dans ces cultures céréalières, il faut de la superficie. Donc tu vois, si tu vas embraser 300 hectares, si chacun va faire comme ça 400 hectares, 500 hectares, 1000 hectares, c'est de la superficie qu'on détruit, qu'on gaspille pour de la monoculture. Pour de la monoculture. Ou derrière, tu vois que bien qu'on te donne le kilo à 210 francs, mais tu ne t'en sors pas. Parce que ton coût de production sera toujours plus élevé que par rapport au prix d'achat. Tu vois que tu tournes dans la cage comme ça, comme l'écureuil. Ça, c'est ce que les grands groupes agro-industriels brassicoles, même les provandiers, s'ils veulent nous détruire, les grands groupes de production des aliments, ils viennent aussi s'implanter. Ils font la même politique, ils achètent. Les grands groupes de distribution, comme Auchan, comme les Carrefour qui sont là, comme les Leclerc qui viennent s'installer, ils peuvent nous détruire. Ils viennent se rendre compte que c'est le maïs, où ils ont le pouvoir. Ils achètent comme ça des superficies, 20 000 hectares, 30 000 hectares. Ils vont produire massivement le maïs. Ils vont produire massivement le soja. Ils vont produire massivement le blé.
Et ils viennent maintenant nous servir. Voilà comment on devient, c'est-à-dire que dépendant. Voilà comment on vient changer notre mode de production et notre mode de consommation. Et on devient dépendant de ces aliments-là sur lesquels nous n'avons pas le contrôle. Ils peuvent même encore faire cette politique, c'est ce qui se fait ici en Occident. Ils achètent cette terre-là. Mais tu vas me dire, mais Thierry, comment ils font pour acheter 20 000, 30 000 hectares? Est-ce que dans nos pays, est-ce qu'on a la justice? Est-ce que les choses sont réglementées? Ce sont ces grandes puissances, ces grandes industries occidentales qui payent les taxes. Hein. C'est pour ça qu'on demande ici, allons entreprendre, allons investir massivement, allons entreprendre sur nos produits, c'est-à-dire que du terroir, afin qu'on puisse peser, c'est-à-dire que économiquement. Parce qu'à l'heure actuelle, tu n'es pas sans ignorer que c'est les grands groupes industriels occidentaux qui payent les taxes. Tu vas peut-être me dire qu'ils ne payent pas assez, mais ce sont eux qui payent. Si aujourd'hui on a peut-être les routes ou les semblants de routes, on a les semblants d'hôpitaux, on a la fonction publique qui est payée, on a les choses publiques qui fonctionnent, c'est parce que c'est les grands groupes agro-industriels, c'est les compagnies occidentales. Ce sont les banques, ce sont les multinationales industrielles et agricoles, agroalimentaires. Ce sont eux qui font tourner, c'est-à-dire que l'économie en Afrique. Ça, tu le sais très bien. Donc, tu vois, comme si ce sont eux qui font tourner l'économie, les dirigeants, c'est-à-dire que politiques, auront toujours une oreille très attentive à ces grands groupes. Parce que si demain ils partent, comme on est en train de dire, il faut qu'ils rentrent, il faut qu'ils rentrent, il faut qu'ils rentrent. Il faut donc qu'ils rentrent. S'ils rentrent aujourd'hui, notre économie tourne comment? Notre économie tourne comment si nous ne sommes pas là en train de penser à faire un business de façon, c'est-à-dire inclusive, de façon, c'est-à-dire voilà, endogène, d'avoir le contrôle, parce que l'alimentation, c'est un secteur qui est régalien. Donc tu vois que rien que sur les semences, on te tient. Et c'est comme ça qu'ils peuvent, en un clin d'œil, détruire, c'est-à-dire que nous rendre affamés à vie. Maintenant, sur le plan environnemental, c'est-à-dire que les semences, les céréales, ce n'est plus à demander, ou l'agriculture industrielle, sur la monoculture mécanisée intensive, sur la chimie, ça a montré ses limites. Le changement climatique, c'est dû à l'utilisation intensive des industries. C'est la pollution. C'est la pollution. Donc aujourd'hui, quand on a des degrés de chaleur, vous voyez qu'ici en Occident, on étouffe, on commence à étouffer en Afrique. Donc aller faire ça, ça va aller produire, c'est-à-dire que sur 500, 400, 300 hectares, 1000 hectares, ça va demander qu'on vienne déforester. En déforestant, c'est le désert qu'on crée. Donc ça, je prends assez de temps comme ça pour expliquer. Alors qu'à contrario, je t'ai dit que si on veut, c'est-à-dire qu'atteindre notre autosuffisance alimentaire, c'est en produisant les produits du terroir. Que aller produire que sur les grandes superficies, ce n'est pas synonyme de rendement. Tu vois que je viens de t'expliquer un peu, schématiser les choses. C'est comme ça que, c'est pour ça qu'ici en Occident, les agriculteurs, ceux qui produisent les céréales, souffrent, ne s'en sortent pas, sont dans la dépression. Certains, c'est-à-dire que voilà, finissent, hein, voilà. Parce que, c'est-à-dire que ils n'arrivent pas à s'en sortir. Ils sont de plus en plus endettés. Et aujourd'hui, si l'agriculture occidentale fonctionne, il ne faut pas oublier que ça fonctionne parce qu'aujourd'hui, c'est les multinationales qui sont derrière. C'est énormément d'actionnaires avec des portefeuilles à hauteur de plusieurs dizaines, plusieurs centaines de milliards de dollars ou d'euros. Ce sont eux qui viennent acheter les terres à tour de bras. Ils sont eux qui sont là à pousser, à chasser aujourd'hui les particuliers. Aujourd'hui, les terres agricoles appartiennent de moins en moins aux familles. Parce qu'on les pousse à aller prendre de plus en plus de grandes superficies. En prenant de plus en plus de grandes superficies, ils s'appauvrissent. Aujourd'hui, dès que c'est les banques, tu as des compagnies, des banques comme la Société Générale en France, ils détiennent énormément de terres agricoles. Donc lorsque tu viens, quand ils détiennent des terres agricoles, ce ne sont pas eux qui produisent. Ce ne sont pas eux qui produisent, mais ils te louent les terres. Ils te louent les terres en te conditionnant
aller produire des céréales, parce qu'on sait que c'est des cultures de saison, qu'à tout moment, ils peuvent récupérer les terres. Et la stratégie qu'ils font derrière, c'est quoi? Lorsqu'ils vont acheter des terres, ouais, est-ce que je dois encore dire ces choses-là? Lorsqu'ils vont acheter ces terres-là, ils ont cette stratégie-là que la terre, ça prend de la plus-value. Et comme ils ont le pouvoir, c'est-à-dire économique, ils vont pouvoir, c'est-à-dire que financer les politiques qui viendront demain faire des lois. Parce qu'un industriel, lorsqu'il vient acheter 10 000 hectares de forêt, pour lui, c'est de la plus-value. Ça prend de l'ampleur. Il transforme ça en terre agricole. Il met ça en location. Mais plus le temps passe, il va financer les politiques. Les politiques qui viendront faire des lois, transformer ces terres agricoles en terres constructibles. Est-ce que tu comprends? Une terre agricole, il va acheter un hectare à 10 000 euros, parce qu'ici en France, c'est entre 5 000 et 10 000 euros. Dans 5 ans, dans 10 ans, il va se faire des mèches avec les politiques. Cette terre agricole-là, on transforme ça en terre constructible. Tu sais combien que ça va valoir le mètre carré? Combien ça va valoir le mètre carré? C'est pour ça que vous voyez les zones industrielles pousser comme des champignons. On va venir faire des centres, les centres commerciaux. On va venir faire des zones industrielles. Mais on va venir construire des habitats. C'est comme ça qu'au fil du temps, les terrains qui étaient destinés à l'agriculture sont grignotés et c'est le béton qui prend de la place. À qui est-ce que je parle? Et c'est comme ça qu'on se retrouve en train de perdre notre souveraineté sur le plan alimentaire. Ça, c'est encore les manias de la finance, c'est encore ceux qui ont le pouvoir, du njaraba, le pouvoir de l'argent. Donc si toi tu vois là comme ça, mollement, bof ou bof, on te mange. C'est pour ça que je valorise ici nos produits du terroir. C'est pour ça que j'ai pris le temps de partager ici avec toi les techniques. Que aller faire l'agriculture industrielle intensive sur la monoculture, c'est marcher sur la tête. On ne peut pas. Tu ne peux pas. Tu es pauvre pour ça. Et que même si on te donne ce million-là, tu ne pourras pas. Tu vas finir pauvre encore. Tu vas entrer ta famille dans l'abîme. Mais par contre, aujourd'hui, on peut penser autrement. Continuer à faire avec notre agriculture, aller faire une agriculture raisonnable, raisonnée. Sur 20 hectares, 30 hectares. Aller faire l'association de culture, la diversification des cultures. Parce qu'aujourd'hui, avec le changement climatique, on se doit de s'adapter. On se doit de s'adapter au climat. Aller faire la diversification des cultures, ça fait en sorte qu'on ne dépend pas uniquement d'une seule culture. Ça fait en sorte qu'on diversifie les cultures et on a le choix sur les cultures qu'on doit consommer. Et je t'ai expliqué ici que si c'est gagner de l'argent, ce ne sont pas les céréales. Mais je sais que toi, ton problème, c'est que tu penses que, comme tu es dans le besoin là, immédiat de l'argent, tu veux l'argent. Tu vas aller faire une culture qui entre rapidement. Une culture soi-disant qui est facile. Mais les céréales, ce n'est pas facile. Tu vois ce que je viens de t'expliquer là? Ce n'est pas facile. Et ça n'est pas rentable. Une culture comme le poivrier, un hectare de poivrier, c'est plus rentable que 100 hectares de céréales. Un hectare de poivrier, c'est plus rentable que 100 hectares de céréales. Et la mise, pour commencer, tu ne vas pas aller te ruiner. Tu peux commencer. Et je te donne la stratégie, comment tu peux commencer petit et viser grand. Sur un hectare, tu ne vas même pas t'endetter. Et derrière, commencer à gagner plus de 130 millions. Et gagner, si c'est ici en Occident, 1 200 000 euros. À qui est-ce que je parle? À qui est-ce que je parle? À qui est-ce que je parle? La même chose, je te dis que l'homme produit le manioc. Le manioc, c'est 35 tonnes l'hectare, sans mécanisation, sans produits chimiques, sans herbicides, 35 tonnes. Nous avons l'expertise dessus.
nos ingénieurs agronomes savent aujourd'hui nous faire des qualités de manioc à la consommation qui produit plus. Si on veut aujourd'hui aller passer à la phase de transformation, on peut le faire. Bobolo, Mitomba, Chekwang. Si on va aller faire l'amidon, on peut faire l'amidon. J'ai dit, allons faire la banane plantaire, le taro, le macabo, l'igname, et passer à la phase de transformation. Tu n'as pas besoin de 10 000 hectares lorsque tu vas aller faire l'igname, lorsque tu vas aller faire le macabo, lorsque tu vas aller faire le taro. Tu n'as pas besoin d'une mécanisation, d'une grande mécanisation, que tu es là en train de gagner l'argent. Gagner de l'argent, ça relève de la stratégie. Ça relève de la stratégie. C'est comme ça qu'on fait pour gagner. C'est pour ça que tu me vois ici, je te dis que je produis le ndiaksan, je produis le bitacola, je produis le poivre, je produis le palmier à huile. Diversification des cultures. Et je viens te dire que si tu es intéressé par cela, regarde sous la barre de description, clique sur le lien et rejoins-moi de l'autre côté afin que je puisse t'amener à bâtir ta fortune, à bâtir ton empire. Ça fait 5 ans que je partage là-dessus. 5 ans que tu es en train de voir les preuves. Je te parlais depuis au départ du réchauffement climatique. Tu es en train de voir le réchauffement climatique. Toi qui allais produire le maïs, toi qui allais produire le sorgho et le soja, viens commenter. Viens nous dire la vérité. Parce que nous sommes aussi une communauté où, nous les Africains, on aime le mensonge. On aime le mensonge. Et il faudrait que vraiment pour 2025, qu'on apprenne à être honnête. Si nous n'avançons pas, si nous sommes pauvres, c'est parce que nous avons une pauvreté déjà mentale, une pauvreté d'esprit. Parce qu'on pense que s'il faille s'enrichir, il faut venir tromper les nôtres. Il faut venir mentir. Non. Pour 2025, je parle ici à ceux qui vendent les programmes. Soyez honnêtes avec la population. Moi, j'ai énormément de retours des personnes qui m'ont écrit, qui m'ont envoyé leurs comptes, leurs relevés, qui ont perdu des dizaines de millions parce qu'ils voulaient aller produire les céréales. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Parce qu'on leur a vendu quoi? On leur a vendu avec le fait que c'est rentable, ça entre en position d'habitement et il y a un fort taux de rendement. Mais qu'est-ce qui les a coûté? C'est que les 20 millions. Les 20 millions, c'est-à-dire que c'est sur les intrants, insecticides, engrais, fongicides, raticides, les semences. Mais quels sont ceux qui vendaient ces semences-là? C'est les mêmes promoteurs. Quand on dit que l'Africain est méchant, c'est le promoteur qui vend tous ces produits-là à l'entrepreneur, à l'investisseur. Au final, 20 millions, ça rentre dans sa poche. Celui qui est allé faire un champ de maïs de 20 hectares, 30 hectares, il n'a que ses yeux pour pleurer. Voilà la réalité. Beaucoup sont là, vous vendre les services, mais c'est tout simplement parce qu'ils veulent vous vendre les produits. Il faut que ça s'arrête. On rend service à qui? Et ce sont les produits que nous ne produisons même pas. Excuse-moi la tautologie. C'est des produits que c'est d'autres compagnies, c'est-à-dire étrangères, qui fabriquent. Et nous, on est là, agents commerciaux. Tu vois un ingénieur agronome qui n'est que là pour te conseiller d'acheter des produits. Il n'est pas là à réfléchir que non. Les produits du terroir, on peut faire avec les produits du terroir. Au lieu d'aller dépenser autant d'argent pour avoir un rendement, c'est-à-dire que sur d'une tonne, autant mieux rester avec les semences paysannes, ou même si tu n'as que demi-tonne l'hectare, mais tu n'auras pas dépensé autant. Tu n'auras pas dépensé autant d'argent. Tu ne te seras pas ruiné. Où est la différence entre demi-tonne et une tonne? Où tu as dépensé autant de millions. Or que la personne qui prend la semence paysanne, même si la personne n'a que demi-tonne, parce qu'elle n'irrigue pas, parce qu'elle ne met pas d'engrais, parce qu'elle ne met pas tous ces produits fongiques, elle a demi-tonne. Toi qui mets tout ça et que tu as une tonne, honnêtement, c'est où la rentabilité? Donc tu vois, c'est comme ça que tu penses. C'est comme ça que tu penses avant d'aller faire ton business. Parce que beaucoup aujourd'hui perdent énormément d'argent pensant bien faire. Mais n'oubliez pas que toutes les compagnies que j'ai citées là, il y a du lobby, il y a du lobbying. Ils viennent là,
glisse les enveloppes à nos dirigeants, à nos scientifiques, à nos scientifiques qui sont là, aux médias, même les ONG qui sont là. Ils viennent faire le travail. Ils viennent comme ça modifier notre calendrier culturel. Ils viennent modifier notre façon de consommer. Parce qu'ils ont donné une enveloppe, ils font circuler un agenda. Ils font circuler un agenda et on se retrouve aujourd'hui en train de perdre la diversité des cultures que nous avons. C'est comme ça qu'on va se retrouver en train de dépendre du soja, dépendre du blé, dépendre du maïs. Et même ce même soja qu'on produit aujourd'hui, ce soja qu'on produit uniquement destiné à l'export, uniquement destiné à l'export. Le tournesol que tu vas produire aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas faire avec ce tournesol? Un tournesol destiné à l'export. Mais quand ils veulent nous sanctionner, qu'est-ce qu'ils font? On a reçu des sanctions récemment. Lorsque nous ne sommes pas là à partager leur point de vue, les sanctions tombent. Ils nous ont sanctionné récemment qu'on n'allait plus, c'est-à-dire que voilà, on n'allait plus exporter, c'est-à-dire que le soja, le maïs, on n'allait plus exporter le bois, on n'allait plus exporter le cacao, le coton, le café, parce que nos cultures ne respectaient pas l'environnement. Parce que nos cultures ne respectaient pas les normes écologiques. Tu peux te demander pourquoi. Pourquoi depuis des décennies, ils prenaient et que pour une fois où on a changé, c'est-à-dire que de position, pour une fois où on a voulu penser par nous-mêmes, ils nous ont sanctionnés. C'est ce que j'appelle les rapports de force. Et lorsque tu vas justement faire l'agriculture industrielle, il y a des normes. Il y a des normes environnementales. Il y a des normes par rapport à la qualité des eaux. Il y a des normes telles que sur la biodiversité. Est-ce que tu penses que tu seras prêt à respecter ça? Est-ce que tu penses que tu seras à la hauteur? Parce que si tu vas aller produire maintenant 1000 hectares, c'est pour l'export. Alors si tu ne respectes pas ces normes-là, tu vas rester là avec tes produits. Tu resteras avec tes produits d'azite. Donc dans ce jeu-là, il faudrait que tu sois outillé. Tu ne peux pas aller faire ça lorsque tu as faim. Il ne peut pas aller faire ça lorsque tu es pauvre. Donc on se doit de penser. On se doit de penser. Ça se pense. Ça se pense. J'espère avoir aidé quelqu'un qui voulait aller faire dans la culture des céréales. J'ai dit ici les céréales, si tu veux pour ta consommation personnelle, si tu veux faire un état pour consommer, mais si tu veux faire ça comme un business, et que là présentement tu as du mal à payer ton loyer, tu as du mal à manger, tu es là encore dans le aide-nous, aide-nous. Oublie. Tu ne peux pas. Je sais comment ça va finir. Je préfère te le dire là maintenant pour que d'ici quelques mois, tu ne viennes pas te lamenter tel que sur la page. Mais maintenant, si tu veux gagner du courage, si tu veux impacter, si tu veux laisser que ta famille dans la prospérité telle qu'elle vit, produis l'ensemble des cultures que je viens de partager ici avec toi. Et si tu vas aller plus loin, j'ai dit, je me ferai le plaisir de t'accompagner. Et que pour 2025, les choses vont changer. Là, maintenant, je pense que j'ai plus assez de temps pour vous éduquer, pour vous partager la connaissance, pour vous apporter la valeur. Maintenant, en 2025, j'aimerais aller avec des gens qui partagent mon idéologie, qui ont cette vision, qui veulent vraiment grandir. Qui veulent, quand je dis grandir ici, qui sont prêts à payer le prix de la connaissance, le prix des nuits blanches, le prix de l'impact. Les personnes qui vont s'autodiscipliner parce qu'on ne s'enrichit pas facilement, rapidement. Pour des personnes qui ne sont pas là pour une richesse instantanée. Je viens parler ici aux personnes qui veulent une richesse durable. Et quand on parle de richesse durable, on se retrousse les manches et on va travailler tout en se disant qu'on vient contribuer, on vient impacter, on vient lutter contre l'insuffisance alimentaire, on vient créer la devise. Et lorsqu'on le fait, on le fait avec joie. Comme moi, là, où j'ai pris 5 ans pour partager avec toi sans te demander un centime. Parce que je voulais venir ici changer ton état d'esprit, changer ton mindset, t'amener à comprendre que lorsqu'on veut aller entreprendre, ou lorsqu'on veut gagner de l'argent, on doit gagner de l'argent de façon consciente. De façon consciente, on prend, c'est-à-dire ici, en compte les contraintes, les différents challenges. On s'autodiscipline afin de pouvoir faire ça avec
Fierté. On va vers les secteurs parce qu'on aime faire cette chose-là. Parce qu'il y a un amour, parce qu'il y a une passion là-dedans. On s'autodiscipline, on fait ça avec joie, quoi. On partage avec joie. Parce que si tu vas faire la chose par contrainte, tout simplement parce que tu es omnibulé par le résultat de l'argent, ça va devenir une contrainte. Parce que crois-moi, l'argent, tu vas en perdre. Et dans ce secteur-là, industriel, ce n'est pas des dizaines, ce n'est pas les milliers de francs, c'est des centaines de milliers, c'est des millions, des dizaines de millions que tu vas perdre. Et je sais comment tu vas finir. On risque de te retrouver en train de parler tout seul. Tu vas commencer à dire que l'Afrique est maudite. Tu vas commencer à dire que là-bas, que non, les gens ont payé que c'est la sorcellerie. On a mangé ton argent. Que non, le pays ne va pas. Que les dirigeants en place ne vont pas bien. Non. Je viens, ce message-là, considère que c'est une chance énorme pour toi qui es tombé sur cette vidéo. Je viens t'épargner de cela. Pense bien. Mange d'abord suffisamment. Aide déjà ton argent pour le loyer. Sécurise la vie de ta famille. Ne mets pas ta famille en danger. Avant de vouloir maintenant dire que tu vas l'entreprendre. Oui. L'entrepreneuriat, l'investissement, c'est prendre le risque. Mais cette fois-ci, un risque calculé. Quand tu suis une vidéo comme ça, je suis en train de te partager la valeur, j'amortis le risque. Mais il n'y a pas de risque zéro. Il n'y a pas de risque zéro. C'est pour ça qu'il faut toujours être dans la stratégie. La stratégie, la stratégie, la stratégie. Sur ce, je t'attends dans les commentaires. Donne-moi ton avis aussi par rapport à cela. Est-ce que tu produis tel que dans les céréales? Si oui, quels sont les challenges que tu traverses? Est-ce que ce que je viens de dire a du sens pour toi? Et pour toi qui veux aller faire dans les céréales, quel est ton avis par rapport à cela? Est-ce que tu es au courant des différents phénomènes de changement climatique? As-tu déjà trouvé le marché? Quelle est la superficie que tu comptes aller produire? Si tu voulais aller faire quoi? 1 hectare, 2 hectares, 3 hectares? Es-tu capable aujourd'hui d'aller faire 200 hectares, 300 hectares de maïs et de céréales? Es-tu à même de trouver le marché? Es-tu prêt à aller dans la transformation agro-industrielle? Quel est le capital que tu as présentement pour pouvoir aller faire dans les céréales? Est-ce que le partage que je viens de te faire t'amène à réfléchir, à te réajuster, à changer de fusil d'épaule? Ou à voir comment que tu pourrais aller te préparer et revenir plutôt plus fort prochainement? Donc, marque-moi tout ça dans les commentaires. Je me ferai le plaisir de te lire et ça va permettre aussi à enrichir la communauté des entrepreneurs visionnaires. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques tes stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent. Si je te dis merci, à la prochaine vidéo. Ciao!